Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent, et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Demain, 25 mai 2013, l'Union africaine commémore le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, dont elle est l'héritière institutionnelle. Que reste-t-il de l'idéal panafricaniste des pères fondateurs? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus au cours de l'émission avec M. Amadou Sarr, auditeur et ancien ministre sénégalais de l'intégration africaine, et M. Modibo Diakité, historien et ancien ministre malien de la fonction publique et du travail. Bonsoir messieurs. Bonsoir. À la fin de l'émission, je vous inviterai à réagir aux appels téléphoniques de nos téléspectateurs. Messieurs, je vous propose d'abord un rapide rappel historique avant d'entrer dans le vif du sujet. Le panafricanisme est à l'origine un mouvement politique et culturel qui vise à unir les Africains et les descendants d'esclaves africains hors du continent noir. Cependant, le panafricanisme n'est pas né en Afrique, mais dans la diaspora aux États-Unis et dans les Caraïbes. Édouard Blieden, Anténor Firmin, Henry Williams et Benito Sylvain, qui sont tous originaires des Caraïbes, prendront l'initiative de l'organisation de la première conférence panafricaine organisée à Londres en 1900. C'est à ce rendez-vous que fut adopté le mot panafricanisme. Sur le continent noir, Francis Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana en 1957, est considéré aussi comme le père du panafricanisme. Il fut l'un des premiers à rêver d'une Afrique unie, un continent qui ne serait plus utilisé comme simple réservoir de matières premières pour l'Europe, mais une puissance économique viable. Selon Nkrumah, l'unité politique, économique et militaire serait la seule condition efficace pour relever le défi posé par la balkanisation de l'Afrique et sa domination par le monde occidental. Le panafricanisme se présente comme un moyen de libération coloniale, de consolidation de l'indépendance et de réalisation de l'unité africaine. Une partie des objectifs politiques du panafricanisme a été atteinte. Tous les pays africains sont devenus formellement indépendants. Cependant, les objectifs d'unité et de solidarité de l'Afrique, de restauration de la personnalité de l'homme noir et de la construction d'une économie florissante, commune à toute l'Afrique, sont loin d'être atteints. 50 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, l'absence persistante de véritable démocratie, la misère généralisée dont sont victimes les peuples africains, la position marginale de l'Afrique du point de vue économique et culturel par rapport aux autres continents, posent un constat des plus désolants. Voilà, après ce rappel historique, nous allons suivre le micro-trottoir d'à votre avis pour voir ce que certains Africains pensent de cette question. Aujourd'hui, nous devions parler d'unité africaine tout court. Je crois que le terme d'idéal n'aurait pas dû avoir sa place. On voit quand même que l'Afrique avait ses empires, avait ses royaumes, avait son mode d'organisation, de fonctionnement à tous les niveaux. Et donc, nous étions déjà des sociétés structurées et très avancées. Nos dirigeants doivent se servir de ça pour le développement de nos pays. Ils doivent penser que maintenant, ce n'est plus faire plaisir à la métropole ou bien aux anciens colons, mais de penser d'abord au bonheur des Africains. Et père fondateur, il faut que nos politiciens se servent de ça pour bâtir l'Afrique de demain. Il faut dire que le panafricanisme aussi, donc, du point de vue économique, se traduit un peu par les structures d'intégration économique qu'on a par-ci par-là, par exemple le MOMA, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEMAC d'Afrique centrale. Mais je pense que ces structures d'intégration n'ont pas toujours répondu à l'attente des populations. Les bâtisseurs de cette union avaient prôné d'abord l'unité entre les peuples d'Afrique.
la souveraineté des États africains. Mais on a vu qu'au fil du temps, ceux qui sont venus après eux, ont abandonné très longtemps cette idée. Quand vous n'avez pas des dirigeants compétents, des dirigeants à la hauteur, qui peuvent regarder l'Occident en face et leur dire la vérité, sans pourtant craindre de partir, en ce moment, on peut prétendre au développement. Nos dirigeants qui sont là, ils ont mis de côté complètement le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est devenu seulement une chose sur la langue, dans la bouche, on parle de ça, mais ça n'existe plus parce que c'est un jeu d'intérêt qui est là. De l'autre côté, nous avons aussi les pays, les puissances qui tirent leur profit de nos pays, de notre continent, qui ne veulent pas, en quelque sorte, à ce que l'idée du panafricanisme émerge. Pratiquement chaque rébellion maintenant revendique une partie, c'est-à-dire la scission de leur pays. Est-ce que vous voyez? De maintenant, bon, alors que l'idéal, c'est-à-dire des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine, c'était pour mettre l'Afrique ensemble. L'idéal africain ne peut pas se faire, se décréter au niveau des dirigeants, mais créer les conditions pour que l'échange puisse se faire déjà entre États, qu'il y ait une bonne circulation des idées et des hommes entre États, sans entrave, qu'il n'y ait pas ces barrières que la colonisation nous a imposées. On a tout ce qu'il faut pour nous développer. Il n'est pas normal que l'Europe puisse avancer et que nous ne puissions pas en faire autant. Alors, M. Sarr, les festivités de commémoration du cinquantenaire de la création de l'OUA vont s'étaler sur un an, du 19 mai 2013 au 24 mai 2014. Qu'est-ce qui peut justifier, quel bilan peut justifier une telle autosatisfaction? Je crains de ne pas le savoir, mais je voudrais mettre en exergue le fait qu'il importe de savoir de quoi nous discutons. Aujourd'hui, en 2013, lorsque nous discutons d'unité africaine et d'intégration africaine, nous discutons d'une question d'une extrême gravité. J'allais dire d'une question tragique. Parce qu'il y va de notre futur immédiat, mais il y va aussi de notre survie dans les temps présents. J'entends par là que si cette question n'est pas réglée, nous serons dans une situation attentatoire à la survie de notre continent comme continent civilisé, mais aussi comme continent tout court, à la survie de nos pays comme pays civilisés, mais aussi comme pays tout court, à la survie des individus africains, comme individus souverains d'eux-mêmes. Je veux dire par là que nous serions des esclaves des temps modernes. Si par malheur les accords de partenariat économique passent avec l'Europe, il y a une institution au Sénégal qui a fait une étude qui portait sur le Sénégal, la direction de la prévision et des études économiques. Nous aurions une explosion du chômage qui est déjà important, qui est déjà gravissime. Mais nous aurions aussi une explosion du pouvoir d'achat dans le sens de sa destruction. Y compris les franges supérieures de nos couches moyennes rejoindront ces populations qui vivent dans la précarité au quotidien. Je voudrais aussi souligner le fait que ce n'est pas parce que vous ne réglez pas une question, vous ne solutionnez pas un problème, que ce problème reste en l'état. Le problème peut s'aggraver jusqu'à changer de nature. Nous n'avons pas réglé le problème de l'unité et de l'intégration africaine il y a 50 ans, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un idéal, il ne s'agit plus d'un objectif, il ne s'agit plus d'un but à atteindre. C'est devenu une question d'extrême urgence, aussi difficile que ce soit, parce que si elle n'est pas réglée, c'est notre survie qui est en cause. Très bien. C'est notre survie qui est en cause. Et donc cette question est devenue un outil
de management politique de nos pays au quotidien. Et là, il faut bien comprendre que lorsque vous regardez sur le plan institutionnel, nous sommes quelque peu en déphasage. L'unité africaine, ça fait partie des affaires étrangères, dans la majorité des pays. Alors que ce que je viens de dire tendrait à prouver, au cas où j'aurais été convaincant, qu'il s'agit d'une question domestique. Il ne s'agit pas d'une question relevant de la politique extérieure de nos États. Moi, quand je viens à Bamako, je ne préviens personne parce que j'ai l'impression d'aller à côté. Par contre, quand je vais à Paris, à Londres, là, je préviens. Le dernier point, c'est de qui s'agit-il? Il y a 50 ans, il s'est agi des élites. Le paysan du bassin cotonnier du Sénégal n'a pas besoin de plus de 10 minutes pour s'entendre avec son collègue malien, burkinabé, béninois, égyptien, tchadien, etc., éthiopien. Mais parce qu'il s'agit d'une communauté d'intérêts, d'une identité d'intérêts. Lorsque nous parlons d'unité africaine, d'intégration africaine, c'est d'eux que nous parlons. Nous ne parlons pas seulement des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, des parlements dans les commissions interparlementaires. Nous parlons de nos populations. Mais depuis 50 ans, rien n'a été fait pour poser de façon commune les intérêts, pour porter les enjeux qui sont relatifs aux intérêts des paysans des bassins cotonniers, ou arachidiers, ou rizicoles, c'est-à-dire les producteurs africains qui sont dans les filières similaires, ne sont pas représentés de façon commune sur le marché international. Nos chefs d'État se sont occupés d'autres choses. Très bien, on va y revenir. Monsieur Diakité, quel bilan aujourd'hui peut justifier que l'Union africaine commémore pendant 1 an le 50aire de la création de l'OUA? Merci beaucoup. Moi, j'y vois plutôt une manifestation d'autosatisfaction face à ce que M. Sarr a qualifié de drame, de tragédie. Parce qu'en fait, on commémore quelque chose, n'est-ce pas, de festif, d'attrayant, de positif. Mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui interpelle très fortement l'ensemble de la classe politique africaine. À mon avis, nous sommes dans une situation d'échec. Il est évident que au moment de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ceux qui étaient aux commandes étaient des hommes, disons, d'une autre nature, d'un autre parcours, d'une autre culture. J'aime rappeler souvent à mes élèves que Ampateba, dans une conférence, a dit que la dernière grande initiation au Soudan a eu lieu en 1903. 1903, ça veut dire que les chefs d'État qui ont porté l'Organisation de l'Unité africaine sur les fonds baptismaux à Addis Abeba en 1963 sont les fils de véritables Africains qui ont envoyé leurs enfants à l'école, mais qui leur ont instruit de rester africains. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a des valeurs qu'en tant qu'Africains nous devons porter, que nous sommes en train de délaisser au profit de ce qu'on appelle entre guillemets des valeurs occidentales, qui sont en train de détruire le monde. Et c'est ça le vrai problème. Nous, en tout cas en Afrique de l'Ouest, nous n'avons aucune raison de rougir par rapport aux Blancs, par rapport pratiquement à l'articulation démocratique, parce que j'ai entendu un politologue français dire un jour que la démocratie c'est l'art de vivre ensemble. Si c'est bien de ça qu'il s'agit, personne n'a de leçon à donner au Mali. Parce que si vous prenez l'espace soudano-sahélien, et c'est un phénomène qui est rare, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, nous avons eu la chance d'avoir 3 grands empires qui se sont succédés du IVe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc nous avons assisté pendant 12 siècles à une grande continuité historique dans le même espace où chaque empire a été constitué par une ethnie différente dans une langue différente. Mais où chaque empire a réussi à coexister
avec une diversité linguistique et culturelle. Ça, c'est un héritage rare. Mais pourquoi diable nous ne pouvons pas nous entendre? Parce que des gens sont venus s'imposer à nous et ont pris des compas et des équerres, ont tracé des frontières, ont dit vous êtes de tel endroit, tel endroit. Et j'aime beaucoup de rappeler souvent quand je suis en Guinée, je dis vous savez, nous sommes en train de nous quereller pour savoir si Samori était soudanais ou guinéen. Mais ce que peu de gens savent, c'est que c'est le 17 octobre 1899 que la colonie de la Guinée a été créée par le colonisateur français, en amputant une bonne partie du Soudan pour constituer ce qu'on appelle la colonie de la Guinée aujourd'hui. Ça veut dire en termes clairs que Samori de sa naissance jusqu'à son arrestation, jusqu'à sa déportation, était soudanais. Mais quand il mourait le 2 juin 1900, il était guinéen. Donc, ça nous interpelle. On va revenir un peu à notre sujet. Quel est l'avenir du panafricanisme? Je pose la question brutalement. D'abord, je dirais que je soutiens fortement l'introduction de mon interlocuteur. Mais moi, je ne veux pas parler d'avenir. Et j'appelle tout le monde à parler de présent. Parce que nous n'avons plus le temps. Le panafricanisme, il n'a pas d'avenir au sens où on parlerait de perspective. Le panafricanisme, c'est tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que les États africains peuvent être unis tout de suite? Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je disais tout à l'heure, qui doit être uni? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous faisons la guerre chaque jour, en dehors des grands conflits armés. Les horticulteurs maliens font la guerre aux horticulteurs sénégalais, qui eux-mêmes font la guerre aux horticulteurs burkinabés, aux horticulteurs kenyans. Pourquoi? Et de la Tanzanie. Pourquoi? Parce que nous allons de façon dispersée sur le marché international. Il fut une époque, il y a un peu plus de 10 ans, c'est les horticulteurs sénégalais qui tenaient le haut du pavé. Aujourd'hui, ce sont les horticulteurs maliens. Demain, on prévoit que ce seront les horticulteurs burkinabés. Donc nous sommes concurrents et parfois adversaires sur le marché international, mais ça ne se voit pas. Or, nous ne pouvons pas tenir. La preuve, le Sénégal n'a pas tenu. Et quand je dis nous ne pouvons pas tenir, j'ai inclus des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie. L'Algérie, malgré son matelas de devises, ne peut pas tenir seule sur le marché international. Leur survie est conditionnée. Soit ils deviennent des États laquais de puissance qui se situent hors du continent, ça peut être un choix de survie. Soit ils s'adossent au continent, et c'est ensemble que nous survivons. En tout cas comme citoyens africains. Et c'est pourquoi le panafricanisme, malheureusement, ce n'est pas une question de l'avenir, c'est une question du présent, parce que de qui s'agit-il encore une fois? Il s'agit de nos enfants qui doivent avoir leur curricula harmonisé. Si l'urgence, c'est le gouvernement continental, et ce n'est pas le fait qu'un jeune Malien, qu'un jeune Sénégalais, qu'un jeune Kenyan ait des études quasiment similaires, les deux urgences ne sont pas contradictoires. Mais il y en a une qui est systématiquement abandonnée. Si l'urgence, ce n'est pas qu'il y ait des soins de santé publique harmonisés, que l'accès à ces soins soit uniformisé, ce qui va se passer, c'est très simple. Au Sénégal, il y aura des syndicats forts, des accords, gouvernement, patronat, syndicats, avantageux pour les syndicats, pour les travailleurs. Dans un autre pays comme le Togo, ce sera désavantageux. Qu'est-ce que va faire l'investisseur étranger? Il ira là où c'est désavantageux. Donc nos pays sont concurrents. Ils vont au même sommet, continentaux, régionaux à Abuja, sous-régionaux à Ouagadougou. Et chaque jour que Dieu fait, nous nous affrontons. Il faut mettre fin à ça. Mettre fin à ça, mais c'est très facile. Comment? Il n'y a pas de délai. Comment on fait? C'est un choix politique. Une fois que vous considérez qu'il n'y a plus de production cotonnière sénégalaise,
qu'il n'y a plus de production arachidière malienne, qu'il n'y a plus de production d'uranium nigérienne, mais qu'il s'agit d'une production commune, sans que personne n'y perde. Il ne s'agit pas de dire aux Maliens abandonnez les richesses de votre sous-sol, surtout pas. Mais cela signifie que sur le marché international, ce n'est plus le ministre malien du commerce qui négocie. C'est bien le commissaire d'Addis Abeba qui négocie pour les 54 États. Monsieur Diakité, quelqu'un a dit ce qui manque à l'Union africaine, c'est un leader. Qu'est-ce que vous en pensez? Un leader, je dirais plutôt un leadership. Un leadership. Parce que j'ai fait une inscription dans l'histoire pour démontrer tout simplement que ce que nous vivons à l'échelle mondiale aujourd'hui, nos ancêtres l'ont perçu il y a longtemps. Seuls les grands ensembles sont viables. Oui, mais les Africains répètent ça depuis 50 ans, même plus de 50 ans. Non, Nkrumah, ça reste au niveau de la gesticulation. Nkrumah l'a déjà dit à Addis Abeba, nous devons nous unir, nous n'avons pas d'autre choix, nous devons nous unir, périr. On ne le fait pas. Voilà, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Or, ceux qui ont créé les conditions de la balkanisation du continent, pour parler de l'Afrique de l'Ouest française, par exemple, ou de l'Afrique équatoriale française, mais ce sont les mêmes qui, au moment de la pacification, ont senti la nécessité de regrouper ces États-là pour créer l'AOF, pour créer l'AF. Donc, quand je dis qu'il y a un problème de leadership, c'est un problème réel. C'est un problème réel. Ceux qui ont pris l'indépendance sont des gens qui ont un parcours particulier. Ce pas des gens qui sont sortis du néant. Hein. Ils avaient une culture particulière, ils ont mené un combat, ils avaient des idées, ils ont partagé avec... Vous pensez que parmi les dirigeants aujourd'hui de l'Union africaine, il y en a qui sont sortis de nulle part? Non, la question n'est pas qu'ils soient sortis de nulle part. Si on prend l'ensemble, on se rend compte qu'il n'y a plus de personnalité aussi forte que celle qu'on a connue au moment de l'indépendance. Ça n'existe plus là. Il y a des raisons à cela. Les gens ont fait le choix de l'enrichissement personnel et institutionnel au détriment de la création d'une opinion publique nationale et internationale, en tout cas nationale, qui soit capable de défendre les intérêts du peuple. C'est ça le vrai problème. On n'a pas fait ce choix. On a fait le choix que pensez-vous de cette, cette idée? Ils n'ont pas pu faire le travail parce qu'ils se sont trompés de travail. Encore une fois, il n'y a pas besoin de 10 sommets. Il y a besoin de quelques heures pour faire de nos productions spécifiques des productions continentales. Il y a besoin de quelques heures. Les gens s'entendent. Bon, j'ai assisté à une réunion à Bamako il y a quelques années où c'était les femmes transformatrices d'Afrique de l'Ouest. Je pense d'ailleurs que la présidente, c'est une Malienne, qui se réunissaient ici à Bamako. Mais je dirais, non seulement il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de dispute, mais elles ont fait 3 jours sur comment défendre leurs intérêts sur le marché mondial. Donc si ce qui est ciblé en priorité, ce sont nos populations, ça va très vite. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça va très vite, parce qu'ils ont des problèmes communs. Mais si c'est autre chose qui est ciblé, une fois le président Ouad me disait que je voulais mettre au chômage 15 000 personnes, quand je lui parlais de gouvernement confédéral au niveau de la CEDEAO, mais je suis vite rabattu sur la Confédération du Mali. Parce qu'une fois que vous ajoutez à l'UEMOA la Sierra Leone, le Ghana et le Libéria, les 2 Guinées, vous avez, la Guinée-Bissau est déjà membre de l'UEMOA. Oui. Vous avez l'ancien empire du Mali à très peu de choses près. C'est pas de la nostalgie de ma part. Hein? Moi, je n'éprouve aucune nostalgie sur ce plan. Mais il y a une certaine cohérence. Et pour satisfaire mon grand frère Alpha Condé, cela peut se faire avec la rupture, ou si vous voulez, l'autonomisation du franc CFA. Parce que là, il y a une monnaie en Afrique de l'Ouest, c'est l'unité de compte ouest-africaine. C'est pour moi la monnaie la plus puissante du monde. C'est une monnaie qui résiste aux aléas de la conjoncture internationale,
Parce que c'est une monnaie qui est exclusivement gagée sur les ressources du sous-sol d'Afrique de l'Ouest. Mais faire ce que je viens de dire signifie, comme mon frère l'a dit, que nous n'avons pas un problème de leader au singulier. Tant que nous chercherons un leader, la question ne se résolvera pas. Nous avons un problème de leadership. Il nous faut plusieurs leaders. Il faut que nous rompions avec la culture du messianisme, du sauveur providentiel. Il nous faut plusieurs leaders parce que nous avons plusieurs leaders. Mais compte tenu de ce que M. le ministre a expliqué, malheureusement, ces leaders-là ont été expulsés de la scène politique. Monsieur Diakité, d'après vous, quels ont été les principaux obstacles à la non-unité africaine? Les principaux obstacles, deux ou trois principaux obstacles. Enfin, je vous demanderai aussi votre avis là-dessus. Bon, il y a d'abord le fait qu'on a flatté les égos en créant les conditions de la territorialité au moment où on a besoin de rester ensemble. Et cela a créé pratiquement des nationalismes artificiels sur lesquels on s'est cramponné. Et ces nationalismes-là se sont consolidés. Et les leaders ont eu le sentiment que la meilleure façon pour eux de rester chefs était de continuer à cultiver ce nationalisme étroit-là. Et c'est pour cette raison qu'un certain nombre de leaders s'étaient battus pour que les ensembles territoriaux ne soient pas éclatés. C'est vrai pour Modibo, c'est vrai en partie pour Senghor, c'est vrai pour Bertrand Bokanda en Afrique centrale, mais il y a ceux qu'on a poussés à dire, par exemple, que mon pays ne serait pas la vache laitière de l'Afrique de l'Ouest, que suivez mon regard. Donc, ceci a créé une situation qui a fortement handicapé, n'est-ce pas, les bases de l'unité. Parce que face à un gouvernement qui voulait l'unité tout de suite et un gouvernement continental, et un Senghor qui était relativement prudent, qui demandait quand même qu'on crée des cercles concentriques, et qu'à partir de ces cercles concentriques-là, ce qui rejoint la notion pratiquement des ensembles fédéraux qui avaient été créés par la colonisation. Parce que la colonisation avait senti cette nécessité. Donc, entre ces deux-là, nous avons eu pratiquement une situation qui a glissé progressivement vers une balkanisation subie mais acceptée par nous-mêmes par la suite. Monsieur le ministre. Oui, sur les obstacles. Oui. Les obstacles, c'est pas pour jeter les responsabilités sur les autres, mais les obstacles, ils sont majoritairement extérieurs. Nous avons été interdits d'unité africaine. Ah, expliquez-nous ça. Ah, mais si vous regardez bien le déroulement du premier sommet, qui est celui de 63, qui pour moi a été le sommet le mieux défendu, parce que les autres ont été beaucoup moins défendus. Mais nos anciennes puissances coloniales étaient présentes, et elles ont défendu leurs intérêts. Nos anciennes puissances coloniales ont toujours été physiquement présentes dans les sommets de l'OUA hier et de l'Union africaine aujourd'hui. Elles ont défendu leurs intérêts. La France a défendu la pérennisation du franc CFA, par lequel elle nous tient, par lequel elle tient sans partage les principaux leviers de nos décisions économiques. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes indépendants de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais bien que le CFA se dévalue quelque peu quand nous le décidons, nous, comme le chef d'État des États-Unis dévalue le dollar quand lui le décide. J'aimerais bien que le CFA soit réévalué par nos chefs d'État quand ils le décident, comme le président des États-Unis réévalue le dollar à chaque fois que les États-Unis, à chaque fois que l'économie américaine y a intérêt. Mais cela nous est interdit. Même les pays qui semblent... Libérons-nous, monsieur le ministre. Ah, mais tout à fait. Libérons-nous. Tout à fait. Nous étions sur les obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche? Oui. Mais après, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi des choses simples, mais bien sûr qui nous confrontent, pas seulement à nos anciennes puissances colonisatrices, mais à beaucoup d'autres concurrents dans le monde. Mais quand il s'agit des obstacles, les obstacles ont d'abord été politiques. Nous avons été interdits d'unité africaine
on nous a imposé des codes d'investissement concurrents. On nous a imposé aussi des codes miniers concurrents. C'est-à-dire que nous faisions la danse du ventre devant les anciennes puissances coloniales et devant les pays émergents. Alors, nous occuper de nous tout simplement, sans s'occuper de personne d'autre au monde, faisait de nous des adversaires, sinon des ennemis de ces grandes puissances, parce que nous devenions leurs concurrents sur le marché international. Alors, parce que contrairement à ce qu'on nous raconte, l'Afrique n'est pas en marge de la mondialisation. L'Afrique n'a jamais été autant intégrée dans le système productif mondial. Si vous regardez nos différents pays, nous sommes placés à différentes échelles de ce qu'on peut appeler la chaîne productive mondiale. Nous intervenons dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse des technologies de pointe. Vous allez en RDC, beaucoup des métaux les plus onéreux qui participent à la composition des produits de pointe, mais sont extraits dans le sous-sol de la RDC, de l'Angola, oui, et pour certains du Zimbabwe. Nous ne sommes exclus d'aucune composante de ce qu'on pourrait appeler le système productif mondial. Jamais nous n'avons été autant intégrés. Bien sûr, notre commerce avec le monde est faible, mais parce que nous sommes aussi interdits de commerce. Très bien. Monsieur Diakité, le slogan ou, disons, l'idée majeure de cette commémoration, c'est de dire le panafricanisme et la renaissance africaine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce concept de renaissance africaine, aujourd'hui, étant entendu ce que nous savons? Vous savez, historiquement, le concept de renaissance africaine n'est pas nouveau. Nous avons une période qu'on appelle la période de la renaissance africaine. Parce que nous avons connu une période de gloire. C'est-à-dire ce qu'on appelait le Moyen-Âge africain n'avait pas le même contenu que le Moyen-Âge européen. Autant le Moyen-Âge européen était une période sombre, Dark Age disent les Anglais, autant le Moyen-Âge africain était une période glorieuse de notre histoire. Mais après le Moyen-Âge, qu'est-ce qui est intervenu ici? Avec l'intrusion européenne, il y a eu la traite des esclaves, et la traite a mis l'Afrique pratiquement dans une situation de trouble extraordinaire, qui a fait que pratiquement il y a une désarticulation politique très avancée. Et justement au moment où certains leaders émergeaient pour se dire, nous venons pratiquement de gens qui ont bâti de grands empires, qui ont fait la gloire de l'Afrique, est-ce que nous ne pouvons pas reprendre l'initiative historique et reconstituer pratiquement des États dans cette perspective-là? Essentiellement que la colonisation est intervenue, d'où la résistance. Alors, mais donc, la Renaissance aujourd'hui. La Renaissance aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que l'Afrique n'a pas toujours été un continent de gens miséreux, pauvres, attardés, barbares, etc. C'est pas vrai. Nous avons connu une période de gloire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renouer avec cette période de gloire? C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Certains disent que l'ennemi commun de l'Afrique et de son unité, c'est la pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'ennemi commun, c'est la gouvernance. Moi, j'ai tendance à vous donner raison. C'est-à-dire notre premier problème, vraiment dans l'ordre des problèmes, c'est le problème, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est le problème de leadership. Et c'est une question que nous ne devons pas contourner. C'est le problème de direction, c'est notre premier problème. Mais comment on résout un problème de cette nature? Mais en mettant de l'ordre dans la gouvernance. Mais quand on est président, quand on est premier ministre, quand on est ministre, mais c'est pas pour s'occuper du Mali en général ou du Sénégal en général. C'est bien pour s'occuper des citoyens de nos pays. Si on s'occupe d'autre chose, nous serons toujours là à poser les problèmes de gouvernance. Et pour régler ce que certains appellent les problèmes qui sont relatifs à ce que certains appellent la renaissance africaine, moi j'aurais tendance à dire, peut-être que je suis trivial, procédons à la renaissance de nos productions. Réindustrialisons l'Afrique, parce que l'Afrique avait commencé à être industrialisée. Arrêtons d'exporter notre coton
Transformons-le. Rouvrons nos usines textiles dont beaucoup ont fermé. Arrêtons d'exporter nos ressources halieutiques. Rouvrons nos usines dont beaucoup ont fermé. Mettons en place des usines de traitement d'un produit comme la viande. Parce que ce qu'il y a de plus industriel chez nous, ce sont les abattoirs. Nous ne dépassons pas le stade des abattoirs. Lorsque je prends l'exemple d'un pays comme le Sénégal, 80% de la viande qui est consommée au Sénégal vient de l'extérieur. Alors que le Sénégal est un pays d'élevage. Mais pourquoi? Mais parce que la viande que nous importons est 10 fois moins chère que la viande sénégalaise, mais nous ne nous interrogeons jamais sur l'âge de la viande que nous importons. La viande que nous importons a des fois 10, 15, 20, 30, 40 ans en surgelé. Et nous n'y prêtons pas attention. Alors, donc, faisons renaître nos productions. Faisons renaître nos productions à dimension sous-régionale. C'est-à-dire, construisons des champions africains. C'est-à-dire, ce ne serait pas superflu qu'il y ait un champion de l'or africain qui soit adossé au Mali, au Ghana, au Libéria et à la Sierra Leone, et qui fasse concurrence à Oppenheimer et ses descendants, etc. Donc pour moi, pour qu'il n'y ait pas trop de polémique sur ce concept de résistance africaine, faisons renaître notre travail et défendons notre travail victorieusement sur le marché international. Comme ça, nos enfants ne chômeront pas. Et comme ça, nos enfants seront à l'abri de ceux qui viennent leur proposer 150 000 francs, 200 000 francs par mois, et leur mettre une Kalachnikov dans la main. Parce que ce qui se passe au nord du Mali, et qui a déjà commencé à se passer dans d'autres pays, pas seulement au Niger, mais déjà au Nigeria, ne signifie pas qu'il y a une confrontation entre l'Afrique noire et des gens venus d'ailleurs qui seraient des djihadistes. Les intérêts des grandes firmes ne sont jamais loin. Il y a bien une compagnie qui a financé la Sénéca. Très bien, monsieur. Il y a bien des compagnies qui ont des vues sur le désert du Sahara, dont les richesses sont beaucoup plus importantes que les richesses de toute la CEDEAO réunies. Tout à fait. Donc nous n'avons pas affaire qu'à des irresponsables, jeunes, qui ont souvent l'âge de nos enfants. Non. On nous fait la guerre au nord du Mali. Il importe d'identifier qui nous fait la guerre. Très bien. Nous arrivons à la fin de la première partie. Nous allons aborder les appels téléphoniques, mais je vais vous donner la parole, monsieur le ministre, pour on fait quoi pour l'avenir? On fait quoi pour l'avenir? Comme l'a dit monsieur le ministre, l'urgence, c'est le présent. Vous savez, en 2001, lorsque nous avons organisé le 3e congrès des historiens à Bamako, Kizerbo, Joseph, qui était pratiquement le président de l'association des historiens africains, nous a dit: je vous passe le flambeau. Alors il va lui a demandé: mais dans tout ça, à quoi ça sert l'histoire? Il a dit: il s'agit d'apprendre le passé pour comprendre le présent et entreprendre l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Tant que nous ne regardons pas ce que nous avons été, pourquoi nos ancêtres ont fait tout ce dont nous sommes fiers, et que nous pensons qu'il faut aller à Paris ou à Washington ou ailleurs pour être important, et nous ne nous en sortirons pas. Très bien. Nous allons aborder maintenant les appels téléphoniques. On me signale que nous avons M. Delors qui téléphone de Libreville, du Gabon. Bonsoir, M. Delors. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sur Africable Télévision, vous avez la parole. Oui, très bien. Il me semble que par rapport à la thématique d'aujourd'hui que vous abordez, qui cadre très bien avec aussi les assises qui vont avoir lieu en Éthiopie, tout avec entre les chefs d'État africains dans le cadre de l'Union africaine,
faut-il penser qu'aujourd'hui reste quelque chose du panafricanisme? Il faut parler en termes de poursuite de l'idéologie. Je pense que le panafricanisme en lui-même, en tant que pérennisation de l'idéologie au niveau de la réflexion, n'existe plus en tant que tel, puisqu'il y a eu une rupture. Une rupture qui peut être due au fait que l'idéologie au départ, c'était de libérer les États de l'emprise des puissances coloniales. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons raté cette libération. Parce que les indépendances que nous avons eues nous ont placés dans une logique où il fallait soit être du côté capitaliste, soit être du côté communiste. Ce qui fait que la pensée africaine en elle-même, qui pouvait se démarquer de ces deux camps, n'existait pas. Ensuite est venue la période plus moderne de la politique africaine où les responsabilités nous sont venues et chaque État africain, chaque chef venu au pouvoir était plus préoccupé par le désir de se maintenir au pouvoir que celui de, de construire une vision commune que l'on pouvait partager. Du coup, il y a eu cette rupture. Mais le seul souvenir qui nous en reste, c'était d'abord l'OUA, ensuite aujourd'hui l'Union africaine, qui, à mon avis, est un outil important, qui reste encore un peu de ce que nos pères ont voulu défendre, construire en termes de panafricanisme. Merci, M. Delors. Nos invités vont réagir à cette opinion que vous venez d'émettre. Messieurs. Bon, dire que le panafricanisme est une idéologie, bon, on ne va pas faire l'historique, n'est-ce pas, de toute l'évolution du panafricanisme. Ce que l'on retient, c'est que c'est au 5e congrès, à Manchester en 1945, que les Africains se sont appropriés le concept. Et l'objectif était de faire en sorte, n'est-ce pas, que ce ne soit plus une affaire des Noirs de la diaspora, mais que ce soit une affaire, n'est-ce pas, des Noirs d'Afrique. Avec pour objectif à l'époque de libérer le continent, d'unir le continent pour assurer son développement. Donc les trois choses sont liées. On ne peut pas dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que le panafricanisme est terminé parce que on a eu l'indépendance formelle. Je crois qu'il a bien insisté là-dessus. Qu'on a tenté de mettre en place une organisation qui regrouperait toute l'Afrique. Et que pratiquement aujourd'hui, on peut dire, n'est-ce pas, qu'un développement est amorcé. Je crois que sur les trois tableaux, il y a encore des choses à faire. Oui, on ne peut pas, comme je disais, on ne peut pas en terminer avec le panafricanisme. Il doit être au cœur de notre présent, puisqu'encore une fois, c'est le cadre de notre survie. Et je ne me place pas que sur le plan idéologique. Il s'agit de la réorganisation de notre continent. Quel que soit ce qu'on peut reprocher aux promoteurs, l'organisation de l'unité africaine a été le produit d'un compromis. Et il était difficile d'arriver à un compromis supérieur. Alors, il est aussi compréhensible que nos leaders aient pris position selon leur profil par rapport au conflit qu'il y avait à l'époque entre ce qu'on appelait les deux blocs. C'est ça. Alors, il reste néanmoins que la seule manière de ne pas se perdre dans ce monde-là, c'est d'être du côté des populations africaines. Monsieur Traoré? Oui. Oui, vous vous appelez de Bamako, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes sur Africable Télévision. Oui. Et vous avez la parole. Ok, moi c'est Alassane Traoré. Oui. Je suis l'ambassadeur de Jeunesse UEMOA au Mali. Bon, moi ma question... L'ambassadeur de la jeunesse UEMOA. De la jeunesse UEMOA, ok. Au Mali. Allez-y. Ok, ma question c'est quelle a été la place de la jeunesse dans l'Union africaine durant les 50 années d'existence? Très bien, M. Traoré. Très bien. De la jeunesse dans l'Union africaine durant les 50 années d'existence. Monsieur? Non, moi d'abord, je pense qu'il faut constater que la jeunesse a été au devant de tous les combats. Nous avons été indépendants en 60, en 66, non, même avant l'indépendance. Je veux dire que l'élite intellectuelle et managériale de l'Afrique de l'Ouest a plié armes et bagages et a rejoint Sékou Touré en Guinée.
vous avez beaucoup d'ingénieurs maliens, sénégalais, même mauritaniens, nigériens, qui ont déménagé en Guinée pour aller mettre leur savoir et leurs compétences au service du jeune État guinéen indépendant. Cela s'est peu fait dans le monde. Mais c'est cette branche la plus éclairée de notre jeunesse qui a fait cela. Cela malheureusement n'est pas dans nos livres d'histoire, mais pays par pays, on peut identifier les contingents d'intellectuels et de cadres qui ont quitté leur pays pour aller défendre ces côtés en Guinée pendant plusieurs années. La jeunesse s'est spontanément mobilisée au lendemain de la chute de Kwame Nkrumah. Beaucoup de jeunes hommes politiques d'alors sont entrés en politique en défense de Kwame Nkrumah face au coup d'État qu'il avait renversé. D'autres se sont mobilisés au moment de la chute de Modibo Keïta. L'appréciation qu'on avait du Mali, c'est que Modibo Keïta menait une politique d'indépendance nationale, quelles que soient les failles ou les limites, et que le coup d'État dont il était victime n'était pas un coup d'État anodin et n'avait pas que de raisons intérieures au Mali, n'avait pas qu'une source intérieure. Monsieur Kakou. Oui, allô? Monsieur Kakou Fidèle, bonsoir. Vous téléphonez de Côte d'Ivoire? Oui, monsieur. Voilà, vous êtes sur Africa Télévision. Vous avez la parole. Ok. Je voudrais poser une question, Laurent. Allez-y. Est-ce que les États africains peuvent s'unir alors que certains sont démocratiques et d'autres dictatures? Alors, est-ce que les États africains peuvent s'unir alors que certains sont démocratiques et que d'autres sont des dictatures? Vous savez, la question est à la fois difficile et facile. Alors, allons à la facilité. La question n'est pas de dire est-ce que les États africains peuvent s'unir. La réponse est que les États africains doivent s'unir s'ils veulent survivre. Comment des démocraties peuvent-elles s'unir à des dictatures? Comment est-ce que les démocraties et les dictatures peuvent s'unir? Voilà. Je vous ai dit, les démocraties ont un parcours. Les dictatures aussi ont un parcours. Ceux qui ont tenté d'imposer pratiquement la démocratie comme mode de gouvernance sont aussi ceux qui ont favorisé les dictatures. C'est eux qui ont créé les conditions des coups d'État. Donc nous devons beaucoup réfléchir par rapport à l'histoire, à l'évolution de notre histoire en termes de gouvernance pour trouver pratiquement ce qu'il faut pour créer les conditions, n'est-ce pas, d'une unité du continent. Ça, c'est notre devoir de génération. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a les dictatures à tel endroit. Ces dictatures ont une histoire. Les démocraties aussi ont une histoire. Et on sait que les démocraties africaines, il n'y a pas de démocratie parfaite, hein, il n'y en a pas. Les démocraties africaines sont des démocraties où les partis politiques ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer effectivement. Monsieur Doumbia, Monsieur Cabinet Doumbia, Oui, vous téléphonez de Bamako? bien sûr, je téléphone de Bamako. Voilà, bonsoir, vous êtes sur Africable Télévision et vous avez la parole. Merci. J'ai deux questions à poser. Oui. Oui, mais pourquoi la balkanisation continue après 50 ans d'indépendance? Très bien. Et la deuxième question, Oui. qu'est-ce qui bloque réellement l'intégration africaine? D'accord. Voilà. Je vous remercie, M. Doumbia. Alors, M. Sarr, pourquoi la balkanisation continue-t-elle 50 ans après? Pourquoi elle continue 50 ans après? Mais je disais tout à l'heure qu'on nous a interdit d'unité. Je ne vais pas énumérer tous les efforts qui ont été faits. La personne qui pose la question est de Bamako. Oui, très bien. L'appel de Bamako. Justement, je ne vais pas énumérer tous les efforts qui ont été faits pour réaliser l'unité dans notre sous-région. La fédération du Mali, ce n'était pas le Sénégal et l'actuel Mali seulement. C'était presque une dizaine de pays. Mais pourquoi cela ne s'est pas fait? Il y a eu des maîtres chanteurs au niveau international, dont un principalement, le gouvernement français de l'époque. Comment la fédération du Mali a-t-elle éclaté?
Alors on nous parle comme si nous étions des enfants, on nous parle de la personnalité de Senghor, de la personnalité de Modibo Keïta. Mais Senghor et Modibo Keïta ne se sont pas découverts en 60. Ils avaient déjà leur personnalité. Qu'est-ce qui a interdit la Fédération du Mali même à 2? Que faisait notre père Houphouët-Boigny pendant tout ce temps? Ça a été un affrontement. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a la volonté de nos chefs d'État et un monde de paix autour et nos chefs d'État qui s'y prennent mal. Non. Nous sommes dans une situation où nos chefs d'État tentent, quels que soient leurs défauts, et il y a des obstacles bien vivants défendant des intérêts bien compris. Alors l'intégration, puisqu'il nous reste très peu de temps, pourquoi l'intégration ne se fait-elle pas? C'est lié. C'est lié. C'est lié pratiquement à la réponse que M. le ministre vient de donner. Il y a une cristallisation du nationalisme qui est partie du fait que la loi cadre n'a pas été prise comme ça, là. La loi cadre a été prise pour démanteler les ensembles fédéraux. Et si vous vous rappelez bien, la loi cadre a été prise pratiquement le 23 juin 1956. Et pour parler précisément du Mali, la loi sur l'OCRS a été prise pratiquement le 10 janvier 1957. Et qui étaient les signataires de cette loi? C'était le président de la République française René Coty, le premier ministre de l'époque Guy Mollet, et le ministre d'État Félix Houphouët-Boigny, qui se flattait à l'époque d'être le seul noir parmi les décideurs blancs. Donc il y a eu des forces pour désagréger les ensembles fédéraux et faire obstacle à toute tentative de regroupement. Et l'indépendance formelle a été pratiquement une cristallisation des nationalismes, et ces nationalismes-là ont profité à des élites qui ont trouvé pratiquement une place dans les institutions et qui rapportaient. Rappelez-vous qu'en 1945, le député, il y a un seul député qui représentait la colonie du Soudan et du Niger à l'Assemblée française, c'était Philabo Sego. Aujourd'hui, il y a 147 députés à l'Assemblée nationale malienne. Très bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, M. Sarr et M. Diakité. La semaine prochaine, je vous propose de débattre du développement du tabagisme en Afrique, parce que comme vous le savez, le 31 mai est la journée internationale sans tabac. Vous pourrez donc participer à cette émission, comme vous le savez, en téléphonant au 00 223 44 20 80 80, en envoyant vos SMS au 00 223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Bonsoir chez vous et à vendredi.